je vois aussi des causes historiques. Si je ne me trompe, car je suis loin d'être un spécialiste de la question, on est unanime à reconnaître en René Descartes, en 1596-1650, disons, première moitié du XVIIe siècle, et dans le fameux père Mersenne, qui lui était contemporain, les véritables promoteurs de la philosophie moderne et du rationalisme. Je crois que la chose est indéniable. Mais bon, si d'autres plus calés que moi ici me contredisent, je ne pourrai que m'incliner. Mais on insiste trop peu sur le rôle de Descartes et Mersenne de polémistes. Je ne veux pas parler seulement des applaudissements de Mersenne aux nombreuses condamnations à mort de la Sainte Inquisition et les rôtissements célèbres qui ont eu lieu déjà sous François Ier, mais aussi sous Philippe II, etc. C'est un très mauvais souvenir. Je voudrais simplement rappeler et faire remarquer que ce rationalisme ne pouvait, comme on l'entend souvent, être le fruit d'une évolution naturelle. Il n'a pu, historiquement, s'imposer que parallèlement à la destruction systématique et organisée de ce qu'il avait précédé. Cette œuvre, cette lutte, ou disons le mot, cette propagande, continue jusqu'à nos jours, à tel point que M. Tout-le-Monde s'imaginerait assez volontiers aujourd'hui que ces deux hommes furent les premiers véritables penseurs, les premiers vrais philosophes, avant lesquels, soit on ne pensait pas, ou tout au moins, on pensait très mal et en balbutiant. Pour camoufler cette rupture violente et parfois sanguinaire avec tout le passé, la notion habilement introduite de progrès linéaire de l'histoire, remplaçant la notion cyclique des anciens, venait à point. On avait même, dès lors, le droit de dénoncer les erreurs de Descartes lui-même, à condition de faire mieux que lui, c'est-à-dire d'aller dans le même sens, mais plus loin, en augmentant encore le fossé qui nous séparait du passé. Sans la marche cyclique du temps, qui tôt ou tard ramène le passé, le temps linéaire supprimait toute notion traditionnelle, au cours d'un progrès continu, mais certain. C'est ainsi, pour ne citer que le domaine de l'enseignement ou de l'éducation, que Jean-Jacques Rousseau et puis Bourdieu récemment ne représentent qu'une suite logique et les étapes d'un pseudo-progrès, d'un mieux, aboutissant à la non-transmission actuelle. Jamais vous n'entendrez, dans l'enseignement par exemple, qu'il faut retourner à un état antérieur, puisqu'on progresse. Même quand tout démontre une dégradation historique. Je crois qu'actuellement en Belgique, cette dégradation n'est un secret pour personne. Sans vouloir critiquer qui que ce soit, je ne suis pas ici pour polémiquer, même si j'ai fondé Scola Nova. L'idée de cette continuation entre Rousseau, Bourdieu, etc., n'est pas de moi. Elle est d'un jeune écrivain français, monsieur François-Xavier Bellamy. Je crois qu'on peut... voilà. Les Déshérités, qui l'a admirablement démontré dans son livre « Les Déshérités ou l'urgence de transmettre ». En résumé, on a occulté une cassure nette et irréversible sous le couvert d'un progrès lent et continu présenté comme naturel. Les causes sociales, maintenant. L'histoire de cette évolution de la philosophie nous amène ainsi à examiner des causes sociales de ce que nous pourrions appeler cette offre si peu alléchante pour les jeunes dont nous parlions au début de la conférence. Le rationalisme a, de manière indubitable, semé un doute. Ce doute s'est multiplié, s'est étendu dans tous les domaines de la pensée, dans les arts, dans les sciences, dans les lois. La Révolution française elle-même fut, semble-t-il, en grande partie une conséquence logique de ce processus. Pourquoi conserver des structures, des arts, des croyances, des coutumes qui ne reposent sur rien? La chute de l'Ancien Régime va amener conjointement avec le développement de la machine l'obligation d'innover
et de se débrouiller sans aucune référence aux anciens systèmes, dont on finira, même parfois, par oublier l'existence. Pour ne parler que du métier de musicien que je connais bien, puisque je l'ai exercé toute ma vie comme professeur au conservatoire, je rappelle que 80% des musiciens se sont retrouvés à la Révolution dans un chômage atroce. Ils ont crevé comme des mouches, puisque un tiers des biens appartenait auparavant aux nobles, qui finançaient des orchestres et des compositeurs, et un autre tiers appartenait à l'Église, dont chaque chapelle entretenait de nombreux interprètes, chanteurs et créateurs. Il faudra attendre un siècle pour que naissent enfin les conservatoires, dont le nom indique assez bien qu'il s'agissait d'une tentative de conserver ce qui restait d'une tradition désormais perdue. J'en veux pour preuve ceux que l'on nomme actuellement, parfois avec sourire, les baroqueux, mais qui s'efforcent de retrouver dans les livres de l'époque la manière ancienne de jouer la musique que les flonflons romantiques avaient enterrée. Mais ces musiciens se sont aussi sentis abandonnés philosophiquement. Les livrets d'opéra, par exemple, ils traitaient anciennement d'Orphée, de Didon aîné, tous des thèmes traditionnels. À partir du moment où il y a progrès et que les musiciens sont livrés à eux-mêmes, ils doivent innover à tout prix, avec d'ailleurs parfois un grand génie, je ne le nie pas, mais sans tradition ancestrale. Eh bien, dans ce contexte, la philosophie elle-même, elle aussi, elle devait s'émanciper de manière personnelle, mais elle s'est transformée et transmuée ainsi en une foire d'une concurrence inévitable où tout appui sur une quelconque valeur fixe ne pouvait être ressenti que comme un refus obstiné d'une évolution sociale inéluctable. De plus, il fallait que tous les milieux produisissent des philosophes, la philosophie ne pouvant pas rester l'apanage d'une élite. Donc vous voyez que tout est assez logique finalement. Et nous en arrivons ainsi à des causes idéologiques. Tout ce que nous venons de le dire, et bien entendu, nous amène à voir l'idéologie de ce qui se présente comme une désincarnation de la philosophie. À tort ou à raison, les nouveaux régimes se devaient de donner la parole de préférence à ceux qui ne risquaient pas de prôner ou de favoriser, même involontairement, un retour à un passé révolu et cassé. Le nouveau parti pris devait nécessairement s'opposer à l'ancien, devenu douteux par le fait même. Les philosophes n'ont bien sûr pas échappé à cette nouvelle idéologie. Et le simple fait d'avoir été formulé dans le cadre de l'Ancien Régime a mis en cause ou à l'index une quantité de pensées qui n'avaient peut-être aucune intention de soutenir cet Ancien Régime. On peut le regretter, certes, mais notre but n'est pas ici de polémiquer ou de prendre parti, ni même pour l'Ancien Régime, ce n'est pas là la question, mais seulement de rappeler que nos conceptions, ou même l'état actuel de la philosophie, résultent d'altérations multiples, la rendant méconnaissable et qu'un dépoussiérage vigoureux s'avère plus que nécessaire si l'on veut passionner à nouveau des jeunes, voire des adultes, pour ce que je prétends, moi, être la philosophie.